RCF, émission spéciale. La saga des siècles. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence des rendez-vous de l'histoire de Blois, consacrée à cette année au thème des pouvoirs et de leurs équilibres. La France, effectivement, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir un diplomate éminent pour évoquer un sujet au croisement de l'histoire, du droit et des relations internationales. Alors effectivement, notre relation diplomatique à la France et le Saint-Siège reflète des tensions entre universalisme laïque et universalisme spirituel. Et pour nous en parler, nous recevons l'ambassadeur Jean-Christophe Bossel. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir convié à cet événement tout à fait passionnant. Alors la France, fille aînée de l'Église, autre conférence de la journée dans le cadre des rendez-vous de l'histoire. Un statut pour l'Église catholique dans la France d'après 1905. Alors la diplomatie française entretient avec le Saint-Siège une relation singulière, faite d'une tension féconde entre l'héritage spirituel et l'idéal républicain. De la fille aînée de l'Église à la fille des Lumières, la France a progressivement élaboré un modèle de laïcité qui, depuis la loi de 1905, cherche à concilier liberté de conscience, neutralité de l'État et reconnaissance du fait religieux. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un fait particulier, l'accord Poincaré-Serretti de 1924, dont le centenaire vient d'être commémoré au Quai d'Orsay, auquel vous avez participé, monsieur l'ambassadeur, a marqué un tournant décisif en donnant un statut juridique stable à l'Église catholique dans la France laïque. Cette conférence analysera la genèse de l'évolution de ce compromis laïque, les continuités diplomatiques entre Paris et le Saint-Siège, ainsi que leur actualisation contemporaine, notamment à travers le récent accord Borne-Migliore 2023. Ça interrogera enfin la pertinence de ce modèle français d'équilibre entre Dieu et César, dont l'expérience pourrait éclairer d'autres contextes et où la coexistence entre l'État et les religions demeure un enjeu politique et diplomatique majeur. Alors, notre invité, Jean-Christophe Bossel, vous êtes ambassadeur, vous êtes conseiller pour les affaires religieuses auprès du ministère des Affaires étrangères depuis 2014, diplômé de l'Institut d'études politiques, licencié de philosophie. Vous avez de la promotion Fernand Baudel de l'ENA. Vous incarnez l'alliance rare entre rigueur intellectuelle et expérience diplomatique. Entré au Quai d'Orsay en 1987, vous avez occupé de nombreux postes en Méditerranée, au Moyen-Orient, à Jérusalem, à Téhéran et à Istanbul, avant de devenir ambassadeur de France au Qatar. Depuis 2014, vous êtes le principal interlocuteur des cultes au sein de la diplomatie française, un poste stratégique qui le place au cœur de ce dialogue entre République et les religions et le Saint-Siège. Vous êtes également chevalier dans l'Ordre national du mérite. Alors, cette conférence intervient dans un contexte symbolique. La France célèbre le 120e anniversaire de cette loi du 9 décembre 1905 portant séparation de l'Église et de l'État et tout récemment le centenaire de l'accord Poincaré-Serretti de 1924 commémoré au Quai d'Orsay en présence du cardinal Pietro Parolin et du ministre Jean-Noël Barrot. Ces deux jalons, 1905-1924, racontent un siècle d'histoire diplomatique et spirituelle faite de tensions, de réconciliation, de dialogue. C'est ce parcours à la rupture un peu et à une reconnaissance mutuelle que vous allez nous retracer aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Alors le hasard ou la providence faisant bien les choses, nous sommes à 2 mois du 120e anniversaire de la loi de 1905 et nous avons célébré en janvier dernier l'accord Poincaré-Serretti, qui sera le cœur de mon sujet, qui a fixé, si vous voulez, le statut de l'Église catholique dans la France d'après 1905, et qui est toujours d'actualité. Nous l'avons fait par un colloque que Charles-Édouard vient d'évoquer, et depuis jeudi dernier, c'est-à-dire depuis 2 jours, les actes du colloque publiés aux éditions du Cerf sont disponibles en librairie. Et donc, ici même, au rendez-vous de l'histoire. Je ne saurais trop vous encourager à vous plonger dans la lecture. C'est très intéressant. Alors, vous intervenez aujourd'hui. Pour commencer, vous allez nous inviter à remonter aux origines historiques de cette relation complexe. Vous parlez peut-être de Clovis jusqu'à Napoléon, des monarchies chrétiennes aux Lumières,
la France s'est construite entre deux héritages, spirituels et aussi rationalistes, et c'est cette tension fondatrice qui éclaire le long chemin vers cette séparation de 1905 ? Alors en effet, puisqu'on est ici, bon, c'est les journées de l'histoire de Blois, et donc c'est intéressant de nous plonger dans le passé, mais je crois qu'on ne bâtit l'avenir que quand on comprend le présent, et on ne comprend le présent que quand on connaît le passé. Et il faut donc toujours revenir, si on veut éclairer un peu les débats contemporains en France, qui sont parfois vifs et parfois caricaturaux sur la laïcité, la place des religions dans la République, il faut revenir, il faut refaire de l'histoire. L'histoire, ça nous amène aux origines de notre pays. La France, fille aînée de l'Église. Je suis frappé de voir que même si ça n'a pas de consistance juridique dans la France contemporaine, j'entends des gens qui ne sont pas croyants ou qui ne sont pas chrétiens et qui rappellent, mais la France est quand même la fille aînée de l'Église. Dans mon village en Normandie, le tiers du budget de la commune est consacré à l'entretien de l'Église. J'ai envie de dire que les villageois ne vont pas à la messe, mais proposez-leur de supprimer les crédits pour l'entretien de l'Église, vous avez une levée de bouclier. Donc c'est cette part chrétienne et catholique de l'identité de la France, je la crois encore très très présente. Prenez le métro à Paris, et 10% des stations de métro ont un nom qui renvoie au catholicisme. Pas simplement Saint-Michel ou Saint-Germain, mais Fille du Calvaire, par exemple, ou le métro Abbesse. Et la toponymie de nos villages nous dit la même chose. Sacrée, la fille aînée de l'Église, ça veut dire qu'il y a une relation très très organique et consubstantielle entre la monarchie française, le royaume de France, et l'Église catholique. Ça aura des conséquences très particulières à partir de 1789. Mais n'oubliez pas que le roi de France est sacré à Reims dans une cérémonie qui, sous le contrôle de l'évêque, est quasi sacramentelle. Voilà. Mais en même temps, alors, François Ier signe avec le pape le concordat de Bologne au début du XVIe siècle. Le grand sujet qui divise beaucoup, qui met en compétition le roi de France et le pape, c'est la nomination des évêques. La nomination des évêques, en gros, vous avez deux formules. Soit le pape nomme les évêques, et à ce moment-là, le pouvoir politique temporel n'a pas la main sur ces nominations. Soit c'est le pouvoir temporel qui nomme les évêques, et il revient après au pape de conférer ce qu'on appelle l'investiture canonique, c'est-à-dire de confirmer la légitimité religieuse de la personnalité nommée sur la base de son union avec le siège apostolique à Rome. Voilà. Donc le concordat de Bologne au XVIe siècle confère le rôle principal en fait au roi, qui va aussi nommer les abbés des grandes abbayes, nommer à toutes les charges ecclésiastiques, qui souvent sont aussi des charges qui rapportent financièrement beaucoup d'argent. Et si on parle de cet héritage chrétien dans notre identité, il faut tout de suite dire aussi que la France, c'est aussi le pays des Lumières, c'est le pays de Voltaire, c'est le pays de l'anticléricalisme, c'est le pays d'une philosophie qui, au XVIIIe siècle, s'affirme, et qui s'affirme sans être nécessairement athée. Je vous rappelle qu'on dit que Voltaire était déiste, mais pas athée, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est une philosophie qui prétend en fait émanciper l'individu par rapport à tout ce qui limite sa liberté, et donc émanciper l'individu par rapport à la religion, par rapport à l'Église. Donc le conflit, il est quasi inévitable, et il se matérialise pendant la Révolution française. C'est moi ce que j'appelle le grand malentendu, un malentendu tragique. La Révolution se fait contre la monarchie est liée à l'Église, donc la Révolution se fait aussi contre l'Église, donc l'Église devient contre-révolutionnaire. Elle souffre beaucoup. Très très vite, on passe à un régime de persécution sanglante. J'étais il y a quelques semaines à Notre-Dame pour la messe d'Action de grâce pour la canonisation des carmélites de Compiègne, par exemple.
Mais en même temps, il y a un grand malentendu, parce que j'ai envie de dire que l'Église, s'opposant à la Révolution, qui prétend très tôt mettre la main sur elle et fabriquer une Église sous l'autorité et à la main de l'État, mais l'Église s'oppose aussi aux principes de la Révolution, qui en fait sont assez évangéliques. Liberté, égalité, fraternité. Et j'avais 20 ans quand le pape Jean-Paul II est venu pour la première fois en France, et je me souviens de la messe qu'il a célébrée au Bourget. Il pleuvait, il faisait très froid, mais il a fait un serment absolument historique. Alors on a retenu « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Mais on a un peu oublié une autre phrase. Jean-Paul II dit « Liberté, égalité, fraternité, au fond, ce sont là des idées chrétiennes. » Et il ajoute, dans un français impeccable, il ajoute « Je le dis en étant conscient que ceux qui professaient ces idées ne savaient pas toujours qu'ils proclamaient la voix de la sagesse éternelle. » Très beau. Hein, voilà. Alors, nous sommes aussi héritiers de ces lumières, et je pense que négliger un de ces héritages, c'est se condamner à ne pas comprendre le pays d'aujourd'hui, et à le fracturer, et à aggraver les fractures qui le traversent. Alors c'est sur cette base que Napoléon, par conviction peut-être, par intérêt politique certainement, veut régler la question religieuse, et donc se rapproche du Saint-Siège, met fin au régime de persécution, signe en 1801 le Concordat, qui va être en vigueur pendant tout le XXe siècle. Hein. Un concordat, je rappelle, c'est un traité international entre un État et une autorité religieuse, en l'occurrence le Saint-Siège, qui est certes autorité religieuse, mais aussi sujet de droit international. Et c'est là-dessus que tout le XIXe siècle va fonctionner, avec des évêques nommés par l'empereur, le roi, le président de la République, recevant ultérieurement l'investiture canonique du Saint-Siège, avec des ministres du culte catholiques, mais aussi protestants et israélites, qui sont des fonctionnaires, et des structures qui sont en fait des établissements publics, ce qu'on appelait une fabrique. Le terme est encore utilisé en Alsace et en Moselle. C'était en fait une paroisse, et c'était la structure juridique de la paroisse, et on pouvait les assimiler en fait à un établissement public, hein, au moment où le droit français se structure avec la définition de plus en plus claire de ces deux branches de droit civil et de droit administratif. On parlait d'ailleurs d'établissement public du culte. Et dans le même temps, le double héritage intellectuel, philosophique, politique et spirituel de notre pays s'affirme, et le XIXe siècle est à la fois le siècle du renouveau catholique en France, avec des grands noms, Lacordaire et toutes les fondations d'innombrables congrégations religieuses. On dit qu'en 1900, un missionnaire catholique sur deux dans le monde était français. Et dans le même temps, l'affirmation d'une conscience laïque, anticléricale, et on aboutit finalement à ce que j'ai envie d'appeler une espèce de guerre civile idéologique, qui parfois prend des formes violentes et parfois se content d'un affrontement, mais c'est un affrontement très sévère quand même, et qui va jusqu'au début du XXe siècle, après plusieurs lois laïques, tournant autour de l'enseignement, du rôle des congrégations, qui va jusqu'à l'expulsion des congrégations qui ne se plient pas à la règle, 1901, et la loi de 1901 sur les associations, qui est une grande loi de liberté, que le Conseil constitutionnel, sous la Ve République, a consacré comme faisant partie du bloc de constitutionnalité, est aussi, qu'on me pardonne l'expression, peut être vue comme une loi scélérate à l'égard des congrégations religieuses, puisqu'il y a un titre particulier sur les congrégations religieuses. Donc, en gros, la loi libère la possibilité de créer des associations, mais renforce le contrôle et les contraintes sur les congrégations.
Voilà. Ça, c'est l'état des lieux au début du XXe siècle. Alors effectivement, vous êtes bien dans la saga des siècles, émission sur RCF, en direct des rendez-vous de l'histoire. Vous avez rappelé, monsieur l'ambassadeur, que depuis le baptême de Clovis en 496, le sacre de Charlemagne, par le pape à Rome en l'an 800, jusqu'à Napoléon à Notre-Dame de Paris, par la présence du pape Pie VII en 1804, le Concordat de Bologne en 1516 ou celui de 1801, les relations entre la France et le Saint-Siège ont été tumultueuses. Elles ont été aussi étroites et fondamentales, ce qui a construit l'identité aussi de la France et du Saint-Siège. Alors, pour vous, vous avez rappelé aussi que la France est aussi le pays des Lumières de Voltaire, de Renan, entre autres, et que le discours du pape Jean-Paul II en 1980, France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de tes promesses de ton baptême, votre nation pour la connaissance de l'homme, pour exprimer l'homme par la formulation de ses droits inaliénables. Effectivement, il avait insisté sur ces questions-là. Pour vous, au regard de cette première partie d'émission, qu'est-ce qui constitue vraiment en fait, cette relation particulière dans cette construction jusqu'à l'arrivée de 1905 ? faut peut-être distinguer deux choses. Il y a une première chose qui est la relation entre la France et le Saint-Siège. Il faut rappeler que le Saint-Siège, pendant des siècles, a été certes l'autorité suprême, le gouvernement de l'Église catholique, mais aussi une puissance temporelle. Il y avait un territoire du Saint-Siège, ce qui veut dire que ça nous paraît très étrange aujourd'hui, quand on pense à ce qu'est la papauté d'aujourd'hui. Ça veut dire que le pape administrait un territoire, qu'il y avait un cardinal qui était Premier ministre de ce territoire, qu'il y avait une justice pénale et que la peine de mort, par exemple, était appliquée dans les États pontificaux. On est donc dans un climat, une époque fort différente de la nôtre. Dans cet esprit, le pape comptait beaucoup, c'était une puissance politique considérable en Europe, et donc nous avions des relations diplomatiques avec le pape. L'ambassade de France près le Saint-Siège est d'ailleurs la plus ancienne mission diplomatique française, mission permanente. Au Moyen-Âge, Saint-Louis envoyait un ambassadeur voir le Grand Mongol. Il revenait 10 ans après. Mais c'était une histoire absolument passionnante, mais qui était temporaire, intermittente. L'ambassade permanente, telle qu'on les conçoit aujourd'hui, est inventée par notre ambassade près le Saint-Siège. Mais il y a à côté une histoire parallèle que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'histoire de la relation entre la France et l'Église catholique. L'Église catholique, je disais tout à l'heure, part fondamentale de notre identité, la part catholique, et aussi la part des Lumières qui entrent en tension. J'aime reprendre la formule heureuse de Régis Debray, qui dit que la France est un vieux pays catholaïque. Voilà, je trouve que la formule est non seulement plaisante, mais très juste. Alors, effectivement, il y a eu l'accord de Pépin le Bref avec le pape Étienne II, ces fameux accords entre François Ier et Léon X, aussi signés en 1505, les fameux concordats de Bologne, le concordat de Napoléon, donc, qui a permis de construire ces relations entre la France et le Saint-Siège. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, après cette plongée dans ses racines historiques, vous allez un peu nous conduire vers le temps du compromis. Et ça, il s'instruit dans un temps du début du XXe siècle, entre 1905 et 1924, de la crise de la séparation à finalement la réconciliation progressive après la Grande Guerre. Vous allez nous expliquer comment la diplomatie française et le Saint-Siège ont su retrouver le chemin du dialogue jusqu'à ces fameux accords Poincaré qu'on célèbre au moment de ces rendez-vous de l'histoire, l'accord Poincaré-Cerretti, qui rétablit de façon durable les relations entre Paris et Rome. Alors, en effet, moi j'ai envie d'intituler cette partie du concordat au compromis. Donc le concordat est en vigueur jusqu'en 1905. Je vous en ai donné quelques grandes lignes tout à l'heure. Mais dès 1904, il y a rupture des relations diplomatiques. Il y a rupture des relations diplomatiques à l'initiative de la France qui s'est fait rappeler à l'ordre parce qu'un ministre était allé en Italie sans avertir le Saint-Siège. On était à l'époque où le pape était enfermé au palais du Vatican puisque il avait perdu ses États, son territoire,
en 1870, et on n'était pas encore arrivé à 1929 et aux accords du Latran avec Mussolini qui ont donné l'indépendance fonctionnelle et le petit territoire garant de celle-ci, qui est la Cité du Vatican. Donc on est dans une situation de grand conflit. La société française est très divisée. Et là, il faut rendre hommage à des personnages de notre vie politique qui s'élèvent au-dessus des tumultes et des passions. Ce n'est pas forcément des catholiques. Il y a même parmi eux des gens qui professent un agnosticisme, voire un athéisme tout à fait assumé. Je pense à Jaurès, je pense à Clémenceau, je pense à Briand, qui n'ont jamais été identifiés comme des piliers d'église, si vous voulez. Hein, mais ces gens qui ont un sens de l'État et un sens élevé de leur mission politique voient que la société est divisée et en gros ils se disent qu'il faut en sortir, il faut trouver une solution. Donc il y a un débat parlementaire qui s'engage de très haute tenue. Je ne ferai pas de commentaires sur la différence avec les débats d'aujourd'hui. Mais je vous conseille de lire les débats parlementaires de 1905. Là, on a envie de se dire, quand même, la classe. Hein. Voilà. Et vous avez deux conceptions qui s'opposent. Vous avez une conception, d'abord, qui a été portée par Émile Combes. Émile Combes est un anticlérical notoire, convaincu, agissant. Pour lui, la religion est un danger. Hein. Un peu plus tard, un autre dira l'opium du peuple. Vous savez, c'est cette conception qui pense que les vœux religieux, par exemple, sont une atteinte à la liberté individuelle, qui pense que ce que porte l'Église, ce sont des fariboles, des contes de bonnes femmes, enfin, vous voyez toute cette histoire. Et donc, si on voulait bien faire, il faudrait éradiquer la religion. On a essayé, ça n'a pas bien marché. Donc, au moins, la contrôler. Et on a une conception qui est très autoritaire de la laïcité, c'est la conception défendue par Combes. Il y a une autre conception défendue par ceux que j'évoquais tout à l'heure, notamment Briand, et qui prend une approche complètement différente. Briand il ne va jamais à la messe, hein, c'est pas son truc. Mais Briand est attaché à la liberté. Il dit le problème n'est pas mon point de vue sur la religion, le problème c'est que mon voisin veut aller à la messe et mon autre voisin ne veut pas, et tous les deux sont légitimes. Donc on recentre la question sur la problématique de la liberté individuelle. Après un long débat parlementaire, le 9 décembre 1905, la fameuse loi de séparation est promulguée. Je vous rappelle le titre premier, l'article 1er, la République reconnaît la liberté de conscience. C'est pas rien quand même quand on pense à tout ce qui s'est passé depuis un siècle. Et ajoute, elle garantit la liberté de culte. C'est plus fort que reconnaître, elle garantit. C'est pour ça que vous avez des aumôneries dans les prisons. C'est-à-dire que si vous voulez aller à la messe le dimanche, c'est votre affaire, c'est pas l'affaire du gouvernement. Mais si vous êtes dans une situation à l'hôpital, militaire ou en prison, où vous ne pouvez pas aller à la messe, l'État doit vous apporter en quelque sorte le culte là où vous êtes. C'est très important ça. C'est la même logique qui prévaut sur le fait par exemple que la plus ancienne émission de la télévision française, c'est le Jour du Seigneur. Et sur la chaîne publique. Hein, souvent, quand je parle de ça à l'étranger, les gens sont étonnés parce qu'ils peuvent peut-être connaître qu'athéo, donc que la chaîne catholique diffuse une messe. Ma foi, c'est normal. Mais là, je vous parle du service public de télévision de la République laïque. Donc c'est ça le principe de la loi de 1905. C'est donc une loi qui qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'avoir une religion ou de ne pas avoir de religion, la liberté de changer de religion, ce qui dans certains pays est problématique, et la liberté, si on a une religion, de la pratiquer. Et ce sera complété par des engagements internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit liberté de pratiquer sa religion seul ou collectivement, en privé ou en public. Les seules réserves,
c'est l'ordre public. Donc on a le droit de faire une procession dans la rue, mais il faut la coordonner avec les services de police pour assurer la sécurité et organiser comment dirais-je, les modalités pratiques. Voilà. Mais la loi n'est pas très bien comprise finalement, parce qu'on s'est quand même habitué à s'écharper entre catholiques et républicains. Il y a la question des inventaires, parce que les églises deviennent propriété des municipalités. Alors les catholiques ont l'impression qu'on leur vole leurs églises. Aujourd'hui, Monseigneur, si tous les évêques devaient assurer l'entretien de toutes les églises, je ne sais pas comment vous feriez. Donc en fait, ça a été plutôt un bien pour l'Église. Le principe de la propriété par la puissance publique, les mairies pour les églises et l'État pour les cathédrales, étant assorti du principe de l'affectation, c'est-à-dire que le lieu de culte est affecté officiellement et très explicitement à un culte, le culte catholique, ce qui nous intéresse, et que donc à l'intérieur de l'Église, c'est l'autorité ecclésiastique qui est maîtresse. Hein. On en a vu l'expression lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris, hein, où, je ne sais pas si vous avez regardé la chorégraphie, normalement le président de la République devait parler à l'extérieur. Puis en fait, la météo a été calamiteuse, donc il a fallu faire rentrer les invités à l'intérieur. Le président a parlé à l'intérieur, mais l'archevêque était à la porte de la cathédrale. Et après le discours du président de la République, l'archevêque a entamé la partie liturgique avec cette fameuse image, vous savez, où il frappe avec sa crosse pour que les portes s'ouvrent. Et donc à partir de ce moment-là, le président de la République est au premier rang, mais il est un fidèle parmi d'autres. Hein. Et c'est l'archevêque qui prend la main. Parce qu'à l'intérieur de la cathédrale, c'est l'archevêque qui est maître. Donc tout ça a été assez mal vécu au début, et je pense qu'il y a un événement déterminant qui est la Première Guerre mondiale. Pour simplifier, pendant la Première Guerre mondiale, je veux dire, l'aristocrate, conservateur, monarchiste et catholique, et l'instituteur socialiste et franc-maçon et anticlérical sont dans la même tranchée, dans la même misère, confrontés à la même mort. Et c'est une expérience humaine qu'ils n'avaient jamais imaginée. Ils ne se parlaient pas tellement avant. Chacun était un peu sur son quant à soi. Et donc ce climat d'union nationale permet en 1920 que de part et d'autre, c'est-à-dire de la part de l'Église et de la part de la République, il y ait la volonté de se rapprocher. C'est en 1920 que le poste que j'occupe aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères est créé, avec pour première mission de négocier avec le Saint-Siège. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de négocier le statut de l'Église catholique dans un pays qui s'est proclamé laïque et où il n'y a plus de religion d'État. Donc on a toute une suite d'accords. 1921, reprise des relations diplomatiques. 1921, accord sur les modalités de nomination des évêques, entièrement à la main du pape, mais avec une procédure de consultation des pouvoirs publics qui permet au gouvernement, s'il estime qu'il y a un problème, d'élever une observation. Maintien du régime concordataire en Alsace et Moselle, maintien de la faculté de théologie catholique de l'Université publique de Strasbourg, ce qui n'était pas évident dans une république laïque, et 1924, ce fameux accord sur les associations diocésaines. Alors, est-ce que je me plonge un peu dans le détail ? On peut effectivement, on va en plonger, mais effectivement le contexte, vous l'avez compris, hein, c'est un contexte de rupture des relations entre la France et le Saint-Siège dès 1904. La Troisième République considère aussi que l'enseignement public ne doit plus se référer à la religion, la situation des congrégations religieuses.
Le petit père Combe, comme il était appelé, plus aucune congrégation n'a le droit d'enseigner. Et donc le statut de l'Église en France est vraiment remis en question. Le pape Pie X a publié 3 encycliques pour condamner cette loi de 1905, en 1906 et encore une fois un peu plus tard sur une encyclique entièrement rédigée en français en 1907. Et donc, la loi de 1905 a été élaborée de façon unilatérale. Et donc, l'organisation de l'Église doit se revoir, une organisation en association. Et donc, ça heurte effectivement une conception traditionnelle de la gouvernance de l'Église. La contestation sur l'inventaire des biens aussi a constitué des choses un petit peu compliquées. Et puis, après beaucoup d'hésitations, le pape Pie XI, arrivé sur le trône en 1922, décide vraiment de promulguer en 1924 une encyclique qui recommande vivement aux catholiques français de former des associations diocésaines sur le modèle de Nice. Alors sur le modèle de Nice, parce que l'évêque de Nice, Monseigneur Chapon, était un peu à la pointe au sein de l'épiscopat de l'époque, puisqu'il avait lui-même rédigé un projet d'association pour son diocèse. Alors je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de conférence des évêques de France. Il y a ce qu'on appelle l'Assemblée des cardinaux et archevêques, qui rassemble donc les cardinaux et archevêques. Parfois c'est les mêmes, mais il peut y avoir des cas individuels. Donc c'est une espèce de gouvernance de l'élite hiérarchique de l'Église de France, mais la conférence des évêques n'existe pas, et les assemblées plénières de l'épiscopat sont rarissimes, vraiment rarissimes. Alors, pourquoi le Saint-Siège a refusé la loi de 1905 ? Il y avait d'abord une raison politique qui était qu'on était dans une époque, le pape Pie X était un pape qui s'inscrivait dans la condamnation du modernisme politique. C'était pas un pape très ouvert sur les évolutions politiques du monde. Je me prononce pas sur la sainteté et la spiritualité d'un pape qui a été canonisé, mais c'est autre chose. Il y avait l'idée portée par une théologie traditionnelle chrétienne que, parce que l'Église est de nature divine, elle n'a pas à se soumettre à quelque puissance politique que ce soit. Mais il y avait une question qui était plus pratique. La loi de 1905 disait que les cultes, alors quand on dit les cultes à l'époque, c'est les catholiques, les protestants et les juifs. Les musulmans n'existent pas dans le paysage français et on n'a pas encore les églises évangéliques, témoins de Jéhovah et autres. Donc les cultes doivent s'organiser en association, mais exactement comme vous organisez l'association des habitants de votre rue pour organiser la fête des voisins, par exemple, ou l'amicale des pêcheurs de ligne, ou l'association des anciens élèves du lycée Victor Hugo, ou je ne sais pas quel autre exemple donner. Donc ça veut dire que c'est assez démocratique, c'est très démocratique. Il y a des membres, ils élisent un bureau, ils élisent un président, ils fixent la cotisation. Bon. Et là, l'Église catholique ne marche pas parce qu'elle estime que ça n'est pas compatible avec sa propre nature, à la fois dogmatique et canonique. Moi, j'aime sur ce sujet rappeler saint Ignace d'Antioche. On est tout début du christianisme. Là où est l'évêque, là est l'Église. Et pour un catholique, là où est l'évêque, en communion avec le pape. Donc, si on ne reconnaît pas l'autorité de l'évêque comme, comment dirais-je, centre à la fois hiérarchique et spirituel, je parle sous votre contrôle, Monseigneur, de la communauté catholique, on passe à côté de sa vérité profonde. Donc, Pie X condamne la loi de 1905 par une encyclique qui s'appelle Vehementer Nos. Donc, le premier mot, déjà, donne le ton de la condamnation. Et on est dans une situation très embarrassante, puisque l'année suivante, Pie X, pour être bien compris, publie une nouvelle encyclique où il dit « Il est interdit de constituer une association diocésaine ». Le résultat, c'est que l'Église catholique, qui n'a plus ces établissements publics du culte comme dans le régime concordataire, n'a pas de statut. C'est très embêtant.
Alors, la République est assez intelligente pour laisser les prêtres continuer à célébrer la messe. Et en 1907, d'ailleurs, on vote une loi qui amende la loi de 1905 et qui permet de maintenir le culte, même en l'absence d'association diocésaine. Il n'empêche que pour les propriétés, pour les finances, pour les embauches, pour la capacité à aller en justice, le manque de statut paralyse l'Église de France. Alors, à ce moment-là, il y a une évolution qui se joue. Je vous ai parlé de la Première Guerre mondiale, du sentiment d'union nationale, le rôle très honorable et même admirable joué par les membres du clergé pendant la guerre. Beaucoup se sont battus, ils ont été aumôniers, beaucoup sont morts sur les champs de bataille. Les religieuses ont été à la pointe du secours aux blessés. Et donc l'Église a montré que ses membres étaient des citoyens à part entière. Mais du côté de l'Église, il y a aussi une évolution avec l'arrivée d'un nouveau pape, Benoît XV, et puis Pie XI. Ces deux papes diplomates par leur carrière, et qui sont sans doute beaucoup plus que Pie X ouverts aux évolutions du monde. Alors l'accord de 1924, il est très subtil. Dès lors que le pape admet la constitution des associations diocésaines, il faut que celle-ci soit conforme à la fois à la doctrine catholique et en même temps à la législation française. De ce point de vue-là, l'Église fait un pas en avant considérable. Finalement, elle accepte la laïcité, elle accepte la légitimité du pouvoir politique et de la législation qu'il édicte. Et du côté de la République, on accepte de trouver des formules conformes à la loi, mais qui tiennent compte de l'autorité hiérarchique de l'évêque et de la spécificité du catholicisme. Alors, la formule de base d'une association cultuelle démocratique, ça convient très bien aux protestants. Dans une paroisse protestante, c'est les protestants qui choisissent leur pasteur. Ils l'embauchent, parfois ils publient une petite annonce. La paroisse du Saint-Esprit cherche pasteur, 35-40 ans, logement de fonction, 3 chambres. Donc ça donne un peu le format de la famille. On négocie le salaire. C'est pas du tout le modèle de l'Église catholique. Chez les Juifs, même chose. Une synagogue embauche son rabbin. Chez les catholiques, non. Et donc, on accepte, l'État accepte qu'il y ait un modèle particulier d'association cultuelle pour les catholiques, qui sera l'association diocésaine. Donc, à Blois, il y a une association diocésaine, mais il n'y a pas d'association cultuelle des paroisses. Il n'y en a qu'une par diocèse, et Monseigneur, vous en êtes de droit le président. Voilà. Ça a l'air d'un détail, mais je veux dire, c'est un détail qui est fondamental. Et donc, c'est ce modèle qui est retenu pour l'Église catholique, avec une démarche très originale. Il y a une négociation qui s'engage. Mon prédécesseur de l'époque, le ministère de l'Intérieur pour l'État, le nonce, Monseigneur Ceretti, qui donne son nom à cet accord, en lien avec le Saint-Siège, et on rédige des statuts types, c'est-à-dire que toutes les associations diocésaines vont avoir le même statut. On changera le nom du diocèse, adresse de l'évêché. Voilà. Et l'Église propose ces statuts types au pouvoir public, et les pouvoirs publics reconnaissent que ces statuts types sont conformes à la législation française. Quels sont les avantages ? D'abord, on est d'accord sur le contenu des associations, donc les conflits et litiges sont a priori évités. Et deuxièmement, en passant par la voie diplomatique, on évite le Parlement et les majorités qui changent. En 1924, on signe cet accord, mais en 1924, le cartel des gauches arrive au pouvoir la même année, avec comme programme la rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, le durcissement de la loi de 1905. Mais la force de l'accord international est déterminante. Et donc la voie diplomatique permet cet accord. Donc le nonce, Monseigneur Ceretti,
saisit le ministère des Affaires étrangères français, dont le titulaire est Raymond Poincaré, qui était aussi président du Conseil. Ça tombe bien parce que ça permettait d'avoir une compétence plus large. Le ministre des Affaires étrangères, président du Conseil, consulte le Conseil d'État. Le Conseil d'État dit c'est conforme à la loi. Et on répond au nonce, c'est bon, vous pouvez y aller, c'est conforme à la loi. Et le lendemain de la lettre, le pape Pie XI publie une encyclique qui autorise la constitution des associations diocésaines. Et c'est le modèle sur lequel tous les diocèses de France continuent à fonctionner, y compris des diocèses un peu particuliers comme le diocèse aux armées, qui n'a pas de support territorial, d'assise territoriale, ou l'ordinariat des catholiques orientaux, par exemple, qui vient de créer il y a 2 ans une association diocésaine. Voilà l'accord très subtil et qui sert de référence, parce que moi j'ai été très frappé quand le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican, c'est-à-dire le numéro 2, le bras droit du pape, est venu pour le colloque, et il était... quelqu'un m'a dit, mais le cardinal il est encore plus laïque que le ministre, tellement il chantait les louanges. Alors j'ai dit, mais le cardinal il est bien élevé, il est en France, donc il rend hommage à la formule française. Mais je crois que pour l'Église aujourd'hui, ça reste un modèle très intéressant. Je sais qu'il est étudié de près à l'Académie diplomatique du Saint-Siège, parce que c'est un modèle très intéressant de relation entre la France, entre un État et le Saint-Siège. Alors effectivement, la laïcité, vous l'avez exprimé, l'expression de l'hostilité à la religion, mais il faut bien dire qu'avec force, que cette conception est fausse. Le principe de laïcité n'a rien d'autre que la forme française de la liberté de religion. La République assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes, vous l'avez rappelé, c'est la loi de 1905, et la loi elle-même dit que, comme une évidence, qu'il est légitime que les associations cultuelles agissent en conformité avec les règles canoniques du culte dont elles émanent. Donc la pertinence de la voie diplomatique permet de construire ces relations et de construire du coup que cette voie diplomatique a été renouvelée aujourd'hui au cours des années 2021 à 2023 et qui a permis aussi de résoudre sans heurts majeurs une délicate question de l'adaptation du cadre juridique civil dans lequel opère l'Église catholique aux évolutions du droit. Alors effectivement, dans cette dernière partie d'émission, on va se projeter aussi dans le présent avec la réflexion sur l'actualité du modèle français. L'accord de 1924 réaffirmé récemment par l'accord Borne-Miglione 2023 demeure une référence, celle d'une laïcité apaisée, dialogue sans se confondre dans le respect mutuel des institutions et des consciences. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur l'actualité ? Alors, il faut peut-être préciser pourquoi on parle d'un accord Borne-Migliore. Donc, Elisabeth Borne était première ministre il y a quelques mois ou années. Et Monseigneur Celestino Migliore est le nonce apostolique en France depuis 2020. En 2021, le Parlement a voté une loi qui s'appelle la loi confortant le respect des principes républicains, la loi du 24 août 2021. C'est une loi qu'on appelle parfois de manière impropre, mais par facilité, la loi séparatisme, qui a été mise en chantier après l'assassinat de Samuel Paty, qui visait qui visait à traiter la question de l'islam ultra-radical et qui a renforcé le contrôle sur les associations cultuelles, notamment en les obligeant à redemander tous les 5 ans la reconnaissance de leur qualité cultuelle par la préfecture. De ce point de vue-là, la loi de 2021 opère un petit, je pense, ne change pas les grands équilibres, mais elle opère un petit glissement d'une laïcité foncièrement libérale à une laïcité un peu plus suspecte et donc contrôlée. Je ne pense pas que ce soit un tête à queue, mais il y a un petit glissement. Mais
de ce fait, comme les statuts types des associations diocésaines avaient été vérifiés en conformité avec la loi de 1905, et que la loi de 1905 était modifiée par la loi de 2021, il fallait modifier les statuts types des associations diocésaines. Et donc, il a fallu recommencer en quelque sorte la procédure. Et c'était très, très intéressant parce que c'était un peu bloqué, je veux dire, pas par hostilité, mais vous savez, quand vous devez expliquer ça à un cabinet ministériel qui vient de prendre ses fonctions, qui a 100 000 sujets à traiter dans l'urgence, et que vous leur dites Poincaré, Ceretti, 1924, les associations diocésaines, vous avez un peu de mal à ce que le truc soit sur le dessus de la pile, si vous voulez. Et en fait, on a utilisé exactement la même procédure qu'en 1923-24, c'est-à-dire que le nonce a saisi le Quai d'Orsay a renvoyé à Matignon, et Matignon a répondu. Donc il y a une lettre du nonce et une lettre de Madame Borne. C'est pour ça que sur la couverture du livre, vous avez Monseigneur Ceretti et Poincaré, et puis Monseigneur Migliore et Madame Borne. Et donc on voit que la procédure, avec l'intérêt d'une procédure diplomatique, demeure. On voit que la capacité de la République laïque et de l'Église à trouver des compromis dans un esprit d'une saine laïcité. Le cardinal Parolin, reprenant le pape François, parle d'une laïcité dynamique qui est capable d'inventer, de créer les solutions. Ça demeure. Et il est assez remarquable que ce qu'on a inventé il y a 100 ans soit encore opérationnel sur un sujet aussi compliqué. Alors qu'on a changé 3 fois de constitution et je ne vous parle pas de changement de gouvernement. Donc ça, c'est une leçon qui est très, très intéressante. Je pense aussi que pour le Saint-Siège, je ne peux pas parler au nom du Saint-Siège, moi je suis fonctionnaire français et pas fonctionnaire du Vatican, mais je pense que pour le Saint-Siège, il y a un intérêt très grand. La relation, peut-être avez-vous suivi ça dans la presse, c'est très difficile de savoir où ils en sont parce que l'accord est confidentiel, mais la relation par exemple entre le Vatican et la Chine est très complexe. Et l'un des sujets majeurs, c'est la nomination des évêques. Donc le cardinal Parolin avait négocié du temps du pape François un accord sur la nomination des évêques dont la mise en œuvre n'est pas complètement satisfaisante. Difficile pour moi de juger le texte parce que le texte n'a jamais été publié, mais je peux vous dire que pour le cardinal Parolin, je ne vais pas parler en son nom, mais je crois que la référence française peut être un exemple, pas à dupliquer, parce qu'on ne duplique jamais telle quelle d'un pays à l'autre une solution juridique, mais peut-être une source intéressante de réflexion, de voir comment un État qui n'est pas religieux et qui traîne derrière lui tout un héritage historique anti-religieux, pas seulement, mais cet héritage existe, peut s'entendre avec l'Église catholique sur des sujets d'intérêt commun qui sont parfois très délicats à résoudre. Alors effectivement, cette continuité et l'actualité de l'accord Poincaré-Ceretti en 1924, le ministre avait évoqué dans son discours pas mal d'éléments et citant entre autres Marcel Bloch en disant qu'il y a 2 catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, et ceux qui, de vibrer au souvenir du sacre de Reims, et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Donc ça montre bien que la question diplomatique est au cœur des relations et constitue finalement l'héritage et l'histoire des deux entités. Marc Bloch là n'est pas sur un terrain diplomatique en fait, mais il est sur un terrain national. Mais quand Marc Bloch dit qu'il y a 2 catégories de Français qui comprendront jamais la France, c'est ceux qui ne vibrent pas au souvenir du sacre de Reims et ceux qui ne vibrent pas au souvenir de la fête de la Fédération, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur notre double héritage.
nous sommes faits de ce double héritage, qu'on le veuille ou non. Et je sais pas, je pense que pour tout le monde, dans la même famille, on a eu un oncle très pieux et catholique, et puis un autre anticlérical, et puis voilà. Nous sommes faits comme ça, nous autres Français. Le ministre Barrot évoquait également Robert Schuman. Alors, il évoquait Robert Schuman. Alors, le ministre Barrot, pour des raisons de positionnement politique, est très proche de l'héritage, tient beaucoup à l'héritage de Robert Schuman. Mais Robert Schuman est intéressant. Ça. Donc, plusieurs fois ministre des Affaires étrangères, président du Conseil, un des hommes politiques majeurs de la 4e République. Il est né allemand, sous l'occupation allemande de la Moselle. Et il a joué un rôle déterminant en 1918-19 pour qu'on maintienne le statut concordataire en Alsace-Moselle. Voilà. Alors c'est un grand homme politique, un des pères fondateurs de l'Europe, celui qui a fait le discours au Quai d'Orsay, le discours qui proposait la création de la CECA, c'est le point de départ de la construction européenne. Mais c'était aussi un chrétien fervent, engagé, qui savait ne pas mettre ça au premier rang. Enfin, à chaque fois qu'il montait à la tribune de l'Assemblée nationale, il ne se sentait pas obligé de rappeler qu'il était chrétien, mais on sait que ça jouait un rôle très important dans sa vie, tant et si bien que l'Église, dans le diocèse de Metz, puis aujourd'hui au Vatican, a ouvert le procès de béatification de Robert Schuman, et qu'il y a 4 ans, le pape François a reconnu ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus de Robert Schuman. Donc l'héroïcité des vertus, ça veut dire que l'Église reconnaît que la personne considérée a vécu sa vie chrétienne avec d'une manière particulièrement belle et riche, et qui mériterait d'être donnée en exemple de vie chrétienne. Donc, au point où on en est, si Robert Schuman fait un miracle et que le miracle est reconnu par le pape, il pourra être béatifié. Et ce serait intéressant d'avoir un ministre de la République laïque qui serait béatifié. Voilà. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai parlé du sujet à Jean-Noël Barrot, quand il prenait ses fonctions de ministre des Affaires étrangères, il m'a dit « Faites-moi un papier là-dessus ». Alors effectivement, cet accord signé en 1924 a permis de donner un statut juridique à l'Église catholique, et le pape François, lors de son voyage en Corse, avait rappelé cette saine laïcité. Donc aujourd'hui, le régime des cultes de France se caractérise aussi par sa capacité à prendre en compte les diversités, les spécificités, et dans ce cadre de laïcité qui permet de garantir le lieu de culte. Alors merci beaucoup d'avoir évoqué ça avec nous au regard de cette histoire construite et qui a tissé des liens entre la France et le Saint-Siège. Aujourd'hui, ça permet d'éclairer à la fois l'histoire, la diplomatie, le spirituel sur ces sièges et ces relations entre la France et ce Saint-Siège. Votre intervention rappelle combien aussi la laïcité française, souvent mal comprise, repose sur non la défiance, mais la reconnaissance de la pluralité et le dialogue institutionnel. Ce modèle né de la patience diplomatique et de l'intelligence du compromis reste aujourd'hui une source d'inspiration pour d'autres contextes, l'Asie ou peut-être même le Moyen-Orient. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous êtes en direct de la saga des siècles et dans le cadre des rendez-vous de l'histoire. Je vous invite aussi à pourvoir notre discussion avec notre intervenant à la suite de cette conférence. RCF, émission spéciale. La saga des siècles. On est parfait, on est dans les temps. Oui. C'est le temps des questions. Voilà, profitons. Exactement, voilà. Moi j'ai du temps. J'ai un train à 14h. Par contre, pour les archives, si vous avez des questions, je veux bien. Je vais prendre ce micro-là. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cet exposé vraiment passionnant. Je voulais savoir avec qui la France signait cet accord de 1924, dans la mesure où l'État du Saint-Siège n'était pas encore reconnu, en tout cas pas par l'Italie, puisqu'il faudra attendre 1929 pour ça. Donc avec qui signe-t-on finalement ? Alors,
C'est une question qui me permet de faire une mise au point essentielle. Le Saint-Siège n'est pas d'abord un État. Le Saint-Siège est d'abord le gouvernement central de l'Église catholique. Alors, pendant toute la période où il y avait les États pontificaux, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était aussi un État avec sa gouvernance, ses finances, son déficit public, son obligation de maintenir l'ordre public. Ça s'arrête à la fin des États pontificaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on continue à avoir des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, alors qu'il n'a plus le support territorial. Donc on continue à envoyer des ambassadeurs. Nous, Français, jusqu'en 1904, la fâcherie est telle qu'on rompt les relations diplomatiques, mais le Saint-Siège a continué à avoir une diplomatie active et reconnue par les puissances internationales pendant la période où il n'avait pas de support territorial. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne dit pas qu'on est nommé ambassadeur de France au Vatican. Ça, c'est une formule courante, si vous voulez, mais au journal officiel, vous verrez nommé ambassadeur de France près le Saint-Siège. C'est-à-dire d'abord auprès de l'institution gouvernement central de l'Église. Après, vous avez maintenant, depuis les accords du Latran en 1929 entre Pie XI et Mussolini, vous avez ce support de 44 hectares. Mais j'allais dire, c'est un peu factice. C'est fondamental, hein, parce que ça donne une base territoriale. Mais l'influence du Saint-Siège, si vous voulez, quand le pape Léon va aller en Turquie le mois prochain, il ne va pas aller en tant que chef de 44 hectares. Ce n'est pas là que l'influence et le rôle du souverain pontife se jouent. Il est intéressant de noter néanmoins que cet État territorial de 44 hectares est membre de certaines organisations internationales. Mais lesquelles ? L'Union postale universelle. C'est ce qui garantit, par exemple, que les timbres du Vatican vous permettent d'envoyer une carte postale à Blois. Vous voyez ? Ou l'Union internationale des télécommunications qui répartit les fréquences des radios. Donc Radio Vatican a besoin d'être inséré dans ce système de gestion pour pouvoir diffuser. Sinon, c'est le Saint-Siège qui est présent aux Nations Unies, ce n'est pas la Cité du Vatican. À l'OSCE, à l'UNESCO, c'est le Saint-Siège toujours. Et dans cet esprit, il faut noter aussi la double casquette, si je puis dire, du nonce apostolique, qui est à la fois le représentant du pape auprès de l'Église locale. Je pense que le nonce est toujours présent aux assemblées plénières de la conférence des évêques. Il joue un rôle absolument déterminant dans la nomination des évêques. Il entretient un dialogue. Oui, pardon. Il entretient un dialogue constant avec les évêques. Il est souvent présent dans les diocèses, etc. Et il est en même temps l'envoyé diplomatique du Saint-Siège auprès de l'État, donc la France, en ce qui nous concerne. Et à ce titre, il est un ambassadeur. Et en France, c'est intéressant, il est doyen du corps diplomatique. Ce qui n'était pas évident non plus. Avant 1905, il était doyen du corps diplomatique, c'est-à-dire de droit. Mais quand on n'a plus de religion d'État, est-ce qu'on ne devrait pas passer au traitement normal que le doyen du corps diplomatique, c'est l'ambassadeur le plus ancien ? Donc aujourd'hui, ce serait celui du Congo ou de l'île Maurice, je ne sais pas. Et en fait, non, c'est le nonce. Ce qui montre qu'entre la France et le Saint-Siège, il y a quelque chose quand même d'un peu particulier. Et alors, je peux vous raconter une histoire qui est attestée. Quand le général de Gaulle quand la France s'est libérée, le général de Gaulle avait demandé le remplacement de certains évêques de France qu'il trouvait trop, on va dire, trop vichistes, hein, trop compromis avec Vichy. Et puis il voulait le départ du nonce.
le départ du nonce qui n'avait jamais eu de difficulté à être le nonce à Vichy. Voilà. Donc, sans porter de jugement sur la conscience de chacun des évêques concernés, en particulier du nonce, le général de Gaulle estimait qu'il fallait marquer qu'on tournait la page. Alors, il y a eu une négociation assez serrée avec le Saint-Siège, qui a été notamment menée par le cardinal Tisserand, qui était un très éminent cardinal français de la curie romaine. Et finalement, il n'y a que 3 évêques qui ont été contraints de démissionner par rapport aux 40 que De Gaulle demandait. C'était finalement un bon compromis. Et le nonce est parti. Et Pie XII a nommé un nouveau nonce qui s'appelait Monseigneur Roncalli, Angelo Roncalli, futur Jean XXIII, quand même, hein, futur Saint Jean XXIII, qui était à l'époque délégué apostolique en Turquie. Et le Vatican a dit à Roncalli, il faut quand même que vous alliez vite parce que la situation est très délicate. Et en particulier, il y avait un problème, c'est qu'on était au tout début de l'année et il devait y avoir la présentation des vœux du corps diplomatique au chef de l'État, le général de Gaulle. Et c'est le nonce, c'est le doyen du corps diplomatique qui fait le discours au nom des ambassadeurs. Et donc si le nonce n'était pas arrivé, ça aurait été le vice-doyen qui était l'ambassadeur de l'Union soviétique. Donc ce n'était pas tout à fait le même effet, si vous voulez. Et donc le Vatican a accéléré, Roncalli est parti à toute vitesse depuis Ankara, Istanbul, est passé à Rome prendre ses lettres de créance, est arrivé, et il a présenté le jour même, ce qui est rarissime, ses lettres de créance au général de Gaulle, ce qu'il admettait dans le corps diplomatique et comme doyen. Et de là, avec le général de Gaulle, ils sont passés dans la salle des fêtes de l'Élysée pour la cérémonie des vœux. Et il a fait son premier discours de doyen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je vous remercie, Excellence, d'avoir précisé cette notion du Saint-Siège. Parce que même aujourd'hui, dans l'Église catholique, lorsqu'on parle... normalement, il y a souvent cette dérive de parler du Vatican au lieu de parler du Saint-Siège. Et donc même nous, catholiques, nous devons être vigilants à cela parce que ce n'est pas simplement un petit carré de terre qui donne l'autorité au pape. Non, c'est que c'est le Saint-Siège. Et merci de l'avoir rappelé. Merci monsieur pour votre récit. Petite question peut-être de prospective quant au dossier chinois. Je sais qu'on en parle et peut-être que ce sera une occasion pour Léon XIV de faire avancer le dossier. On parle souvent de la voix française, une voix gaulliste qui doit s'affirmer face à 2 blocs et peut-être avec une idée universaliste derrière. Je pense que le Saint-Siège a une philosophie qui peut être un peu similaire. On voit l'appui de François Ier pour le soutien des périphéries. Et donc une 3e voie un peu qui tenterait... Oui, le pape, excusez. À 1516, oui. Alors aujourd'hui, feu François Ier. Et je voulais vous demander, voilà, si vous pensez que la France... l'Église catholique française, ou la France, ou le corps diplomatique, quelle substance, je ne sais pas, pourrait peut-être, par sa consubstantialité avec le Saint-Siège, apporter son soutien, parce qu'ils ont aussi une relation spéciale avec la Chine, général de Gaulle. Et voilà, est-ce que vous pensez que ça peut être profitable, utile, ou au contraire néfaste dans l'avancement de ce dossier ? Merci. Alors, d'abord, le dossier chinois est un dossier très très compliqué, hein, et je vous ai dit que je n'en connais pas tous les tenants et les aboutissants. Quand le cardinal Casaroli était d'abord le chef de la diplomatie du Saint-Siège, puis le cardinal secrétaire d'État, c'était un très grand diplomate. Hein, sa mémoire est très respectée, je crois, dans l'Église, mais aussi dans les milieux diplomatiques. Et on disait, la patience des Chinois est infinie, mais la patience du cardinal est éternelle. Voilà.
Alors, on est un peu dans cette situation. Moi, je dirais une chose simplement, c'est que je crois qu'il faut beaucoup se méfier de « on pourrait aider ». Je ne suis pas sûr que la France serait très très bien accueillie par les autorités du Saint-Siège, qui sont des autorités, j'allais dire, adultes, qui tiennent à leur autonomie, très internationale. Donc, il y a aussi des gens qui n'aiment pas beaucoup les Français. Certains disent qu'on est arrogant même. Ça m'étonnerait, mais enfin, si on le dit, il y a peut-être un peu de vrai. En revanche, ce que je pense, c'est que le système qui a été retenu pour la France est un système qui peut inspirer d'autres situations étrangères où vous avez un héritage de conflits avec l'Église et avec le Saint-Siège, et en même temps, peut-être à un moment donné, la volonté commune de trouver un compromis. Alors, on parlait tout à l'heure de la nomination des évêques, hein, avec les deux systèmes, nomination par le pouvoir temporel, j'allais dire authentifié par le pape a posteriori, ou nomination par le pape en toute liberté. Je pense que tout au long de l'Église, de l'histoire, l'Église a préféré la deuxième formule. L'Église a toujours cherché la liberté d'action en la matière. Mais elle a su aussi faire des compromis quand il y avait des nécessités de compromis. La situation actuelle, c'est que lorsque le pape nomme un évêque à Blois, mais par exemple, mais pas seulement, le nonce nous informe, nous, ministères des Affaires étrangères, dans une démarche très confidentielle, en nous disant le Saint-Père envisage de nommer Monseigneur un tel à tel diocèse. Et nous faisons une petite consultation interne pour vérifier si on n'a pas d'objection. Mais attention, c'est des objections de nature politique. Et jamais on va répondre, on trouve que cet évêque est quand même très conservateur, ou alors il est dangereusement progressiste. L'État n'a aucune compétence sur ce sujet. Alors, il y a un cas où le général de Gaulle avait émis une objection à la nomination d'un évêque dans un territoire ultramarin, évêque qui avait tenu des propos militants indépendantistes. Alors, hors rigueur de terme, le pape n'est pas obligé de donner suite, il peut passer outre. Je pense qu'un évêque qui serait nommé alors que le gouvernement s'oppose, enfin, ce ne serait pas très simple pour sa mission. Donc, à la limite, on pourrait dire, mais à quoi ça sert, puisque vous n'émettez jamais d'objection. Et moi, je réponds, bah si, ça sert à quelque chose de très fondamental, c'est que ça nourrit un dialogue. Ça nourrit un dialogue entre l'Église catholique et les pouvoirs publics. Et je le dis aussi à mes amis ou aux gens que je rencontre qui ont des fonctions dans l'Église catholique, parce que souvent les catholiques se plaignent de ce que l'État ne les écoute pas, la société ne les écoute pas, mais quelquefois aussi ils n'engagent pas le dialogue. Et ce dialogue, on en a besoin, quelle que soit la position personnelle que l'on est, croyant, pas croyant, pratiquant, conservateur, progressiste, en recherche, en révolte, je ne sais pas, tout est possible. Il y a un besoin de sens dans notre société, il y a un besoin de valeurs et d'éthique. On le sent bien dans le débat politique actuel, hein, c'est clair. On a besoin aussi de travailler au bien commun. On a besoin de bien commun en droit français, ça s'appelle intérêt général. C'est majeur dans notre droit public. On a besoin aussi de ne pas aggraver les fractures de notre société. Et si possible même, de les réduire. Donc le dialogue est une très bonne chose.
Donc voilà, le dialogue à retrouver aussi dans cet ouvrage. Vous les retrouvez aux éditions du Cerf. Et donc, il ne faut pas hésiter, les éditions du Cerf sont présentes au Salon du Livre. Puis si vous voulez échanger de façon informelle, on est disponible. Ouais. RCF, émission spéciale. La saga des siècles.